Salut à tous, c'est le Tip-Off et aujourd'hui pour cette nouvelle interview, c'est la 9e de la chaîne. On va parler football, c'est Noé et je suis en compagnie de Thomas Dasquet, joueur d'Angoulême en National 2. Et donc on est en Charente, donc excusez un peu, il y aura peut-être un peu de bruit parce que ça souffle assez fort en Charente. Mais voilà, on va pouvoir revenir un peu sur sa carrière et on va pouvoir un peu parler football, c'est ce qu'on aime. Comment ça va Thomas ? Ça va très bien et toi ? Ça va nickel. En ce moment, t'es blessé ? T'es en rééducation là Ouais, c'est ça, je me suis fait les croisés fin octobre. Donc là, je viens de passer 6 semaines post-op, puisque je me suis fait opérer à Bordeaux le 11 décembre. Ouais. Et voilà, ça se passe bien. Il y a un peu des hauts et des bas quand même. Mais ça se passe bien, franchement. Voilà. Tu joues défenseur, mais tu joues aussi. T'as avancé au fur et à Ouais. mesure des années en fait. Ouais, Aujourd'hui. là je suis plus milieu. Ouais. Depuis mon retour en France, on aura l'occasion d'en parler, mais maintenant je suis vraiment milieu de terrain, plus défensif. Mais j'ai aussi la casquette de défenseur central, bien évidemment, que j'ai occupé une bonne partie de ma carrière. Donc quand il faut jouer défenseur, je le fais avec plaisir. Quand tu es revenu du coup à Angoulême là, depuis cet été, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce projet et comment ça s'est passé un peu ? Écoute, c'est très simple, je fonctionne beaucoup au feeling. Et ce qui s'est passé, c'est que Victor Elissalt, le capitaine du club, il m'a mis en relation avec PE, donc le directeur sportif. Ouais. Et voilà, on a eu un échange une bonne heure au téléphone, c'était très fluide, une très, très belle connexion tout de suite. Et à partir de ce moment-là, moi je venais de quitter Chambly. Voilà, quand toutes les conditions elles sont réunies, je me pose pas, j'y vais quoi, je fonce et c'est ce que j'ai fait. C'est quoi ton objectif avec l'équipe là cette année Écoute, je pense que c'est continuer à structurer le club, à bien se positionner au classement. Là, on fait une belle année pour le moment. Le club, sur les dernières années aussi, il montre qu'il travaille bien, il est cohérent. Donc à partir de ce moment-là, quand tu es dans une phase comme ça, pourquoi pas s'interdire une belle chose en fin d'année, tu vois. Mais avant tout, l'objectif du club, c'est un maintien aisé. Et avant de parler de quoi que ce soit. Ouais, vous êtes bien parti depuis le début de saison. On est bien parti cette saison, donc pourvu que ça dure. Bon, malheureusement, moi je serai pas là, je vais pas participer. Mais bon, écoute, je suis là quand même avec l'équipe, j'essaye de souvent les voir et voilà quoi. Tu portes le numéro 28 ? Ouais. Et ça depuis très longtemps dans ta carrière. Pourquoi le numéro 28 ? C'est un numéro porte-bonheur ou c'est le numéro avec lequel tu as commencé ? En fait, c'est très simple. On s'est rencontrés avec ma femme, on s'est mis ensemble à 28. Ok. Voilà, le petit clin d'œil par rapport à elle. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de numéro 28 dans ma carrière. Donc avant d'arriver à Angoulême cet été, tu jouais à Chambly, club historique en France. Et donc, t'en as gardé des bons souvenirs du club de Chambly ? J'ai fait une année là-bas. J'ai fait une année, franchement, le club a de bonnes infrastructures. Il y a 2 terrains hybrides. Ils ont mis des belles choses en place. Après, voilà, on a fait une belle année. On a terminé 3e l'année dernière. Maintenant, pour plein de raisons, ils ont voulu rechanger un petit peu l'équipe et moi à partir de ce moment-là j'ai quitté logiquement l'équipe. Ok. C'était parti sur un projet plus longtemps qu'un an normalement. Ouais, moi je voulais m'inscrire dans la durée dans un projet et eux ils n'étaient pas en capacité de me donner ça tout simplement. Donc c'est pour ça que je leur ai dit non à la proposition de contrat qui me faisait quoi. À Chambly, nous on est un média bordelais. Okay. Tu as rencontré un joueur qu'on connaît bien aujourd'hui à Bordeaux, Royce Openda, ça marche plutôt fort pour lui, il a disputé la CAN et tout. Ce joueur-là, comment tu le trouvais écoute, Royce c'est mon gars, Royce c'est mon gars. Et là quand on est venu jouer à Bordeaux, j'étais blessé, mais pas les croisés, je m'étais fait une ouverture, là, une grosse plaie au niveau du tendon. Donc j'avais raté 3 bonnes semaines. Donc malheureusement j'étais pas là, j'étais pas sur le terrain, mais j'étais dans les coulisses et j'ai vu Royce à la fin. Et voilà, Royce c'est un très bon joueur, il a le potentiel pour aller plus haut. Je lui ai déjà dit l'année dernière, je lui ai redit là il y a 3 mois. Il le sait, après voilà, ça va être lui. Tu sais, il y a des joueurs un peu, ça dépend de eux, quand ils ont le déclic, les stats aussi, parce qu'on va pas se mentir. Un joueur comme ça qui est capable d'éliminer, qui va vite, s'il n'a pas de stats pour aller plus haut, ça va quand même l'empêcher à un moment donné. Donc s'il se met à avoir des stats comme il fait là ces dernières semaines, il va vite aller plus haut, que ce soit avec Bordeaux ou un autre club.
Avant Chambly, encore, tu étais allé à Lanúcia. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas où c'est entre Alicante et Valence. C'est un petit club de 3e division. C'est ça. Et donc, pourquoi tu as rejoint ce projet en 3e division et est-ce que ça t'a plu, ne serait-ce que déjà la vie en Espagne et le football là-bas? En fait, tout simplement, je sortais de Bulgarie, d'un an en Bulgarie. Et voilà, j'avais refusé 2-3 propositions en France. Et au final, l'été passe et j'arrive mi-août. J'ai rien. Enfin, même fin août, on était ouvert le 20. Et j'ai rien. Et je refuse Avranches en national parce qu'on ne s'était pas mis d'accord financièrement. Et au final, il y a Lanúcia que j'avais refusé une semaine avant. Okay. Ils reviennent à la charge. Et au final, à un moment, j'ai dit on est le 20 août. Voilà, nous, l'expérience avec ma femme, le projet de vie, voilà, on était contents, forcément l'Espagne. Mais au-delà de ça, il y avait un gros projet derrière en fait. Parce qu'on était, t'as dit 3e division, mais on était même, quand j'y vais, on est en 4e division. Et après, on monte la première année. Donc après, je fais une année en 3e division. Et malheureusement, on descend sur le dernier match pour 1 point. Voilà, il nous fallait juste un nul ou une victoire et on perd à l'extérieur. Et donc après, la dernière année, par contre, c'était beaucoup plus compliqué, des problèmes de salaire. T'as dit que c'était un peu, il y avait eu aussi des mauvais moments et qu'il faut s'en servir aussi pour. De toute façon, dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de hauts, j'ai eu la chance, mais j'ai eu aussi beaucoup de bas bien durs. Mais bon. L'expérience en Espagne, c'était magique. Qualité de vie incroyable. L'accueil des Espagnols, franchement, ils nous ont mis très bien avec ma famille. Mon petit, il est né là-bas. On a vraiment vécu des belles choses, une montée en plus aussi. Donc voilà, non, c'était vraiment une belle expérience. Et malheureusement, ça s'est terminé. Je dis malheureusement parce que je pensais vraiment qu'on allait continuer là-bas, que j'allais même jamais revenir en France, pour être honnête avec toi. Je pensais jamais revenir. Mais bon, comme quoi le foot, tu vois, il nous réserve toujours des surprises. Et quand tu penses que tu vas jamais bouger ou quoi, au final, 6 mois après, tu bouges, quoi. Ouais. Donc voilà. Et donc tu l'as dit juste avant, tu étais en Bulgarie, à Sofia. Donc il y avait pas mal de... Il y avait un ancien gardien de Liverpool qui jouait là-bas, d'anciens internationaux qui ont joué à la Juve, à City. Et il y avait Spearings aussi qui après est parti à Lens et à Toulouse. Pourquoi tu vas en Bulgarie? Comment c'était la vie là-bas? Et en plus, tu arrives pendant le Covid. Du coup, tu fais la période Covid là-bas, En fait, je sortais de... à chaque fois, je reviens un petit peu à l'année d'avant, mais je sors de 4 ans au Mans. Pareil, 3 premières années extraordinaires, avec 3 montées d'affilée. Bon, on va sûrement les évoquer après, mais en fait, je sentais que j'étais à la fin d'un truc, d'un cycle. Ça faisait 4 ans dans la même ville, dans le même club. Et c'était le Covid en France en plus, le premier confinement si tu te rappelles. Et du coup, voilà, le confinement passe, championnat à l'arrêt, mai, juin, tout ça. Et puis pareil, début août, j'ai une opportunité en Bulgarie. Et écoute, je propose à ma femme, bon au début pas trop emballé. Pas trop emballé, mais je lui dis écoute, regarde pas trop ce qui se dit sur les réseaux, sur internet et tout. Je dis moi, pareil là, j'ai le contrat, j'ai pas envie de me... Pourtant, j'aurais pu, tu vois, avoir des contacts ou des connaissances qui étaient déjà allés là-bas pour me conforter un peu. Et j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas, je vais aller me faire mon propre avis. Et j'ai la chance que ma femme elle soit venue avec moi. Et au final, ça a été une top expérience. Comme tu as dit, je suis arrivé dans un club où il y avait des anciens internationaux. C'est un gros club là-bas quand même. Il y a une grosse culture foot en Europe de l'Est. En Bulgarie, tu as le CSKA Sofia et tu as Levski Sofia. Tu vois. C'est un peu comme le PSG Marseille, c'est les 2 poids lourds du championnat. Le gros derby. Après, tu as Ludogorets qui, sur les 10-15 dernières années, a bien avancé et même est passé devant en termes de résultats sportifs. Mais les historiques, c'est Levski et CSKA. Et moi, je suis arrivé vraiment dans un très gros club avec des très gros supporters. Et voilà, c'était vraiment une belle découverte. Après, même comme tu dis, j'ai joué avec des Spearings avant qu'il aille à Toulouse. J'ai joué avec des internationaux. Enfin, Bojinov, c'est un gars qui a joué à la Juve, à Manchester City. Il a côtoyé des Buffon. Enfin, voilà, j'ai vraiment... encore aujourd'hui, là, je vois l'équipe de Bulgarie. Il y a des mecs que j'ai joué avec eux il y a 3-4 ans. Quoi. Ils sont titulaires. Donc non, c'était une belle expérience. Après, pareil, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs.
Voilà, c'est vraiment spécial, quoi. Tu vois, voilà, si tu perds 2 matchs d'affilée ou 3 matchs, tu as le feu. Quand les supporters ils commencent à descendre dans les vestiaires, tout ça, c'est vraiment des contextes où en N2, tu n'as pas ça, quoi. Ouais. T'as pas ça. Mais bon, c'est des belles expériences. Après, malheureusement aussi, ce que je te disais, des problèmes de salaire, tu vois, ou des retards, des gros retards. Donc ça, c'est des choses qui, à la longue, te fatiguent. Tu vois. Surtout que moi, je suis allé avec ma femme. Donc, entre guillemets, j'étais pas seul dans le bourbier. Tu emmènes une personne avec toi, donc des fois aussi c'est pas simple, mais bon, au final que du bon, tu vois, ces expériences-là à l'étranger, franchement, si je dois le refaire, je le ferai tout de suite. Et tactiquement, le football là-bas, c'est comment? Et même en Espagne, c'est un peu comme aussi ce qu'on voit en première division, c'est-à-dire un football assez technique. Ouais, en Espagne, ouais, ça joue vraiment. Après, tu as l'équivalent de la N2, N1, tu as aussi des clubs qui, tu vois, veulent se maintenir. Ça allonge à peu près tout de suite, tu vois, ça prend moins de risques. Mais quand tu vas jouer Barça B, quand tu vas jouer même d'autres équipes, le ballon, il le dégage pas, tu vois. Donc c'est bien. Et moi, j'étais dans un bon club aussi où on essayait de jouer. On avait un gros projet. Donc forcément, on avait des bons joueurs et on essayait de jouer, tu vois. Et en Bulgarie, tactiquement, par contre, c'était moins fort. C'était beaucoup plus, tu vois, je prends le ballon, je vais jouer mon 1 contre 1, duel tout de suite, tu vois, où il y avait beaucoup moins de tactique, tu vois. Ça, je l'ai noté. Mais bon, après, tu es obligé de t'adapter. Parce que si toi, tu es le seul qui, techniquement, essaye de mettre des choses en place, des couvertures, tout ça, mais que les autres, ils ne te suivent pas, tu joues au final comme eux, quoi. Donc moi, c'est enrichissant. Puis moi, en Bulgarie, j'ai eu 3 ou 4 coachs. Et en Espagne, pareil, en 3 ans, j'ai eu 4 ou 5 coachs. Donc tu dois te réadapter à chaque fois, à chaque système, à chaque fois, ouais. Donc, et toi, en tant que système, bon, tu as joué, on a vu là aujourd'hui, tu es plutôt dans le milieu de terrain, mais à l'époque du Mans, on va y revenir, tu étais plus dans la défense centrale. Ouais. Donc comment tu fais, toi, on y reviendra plus longuement après, mais pour t'adapter de système, changer d'une défense à 3 à passer un cap devant en avançant, comment tu fais Moi, je suis plutôt un joueur d'axe, tu vois, parce que j'ai pas une grosse vitesse, je fais pas 1m90, voilà, donc j'ai développé, on va dire, des capacités de un peu vision du jeu, anticipation, tactiquement aussi, tu vois, être bien placé. Donc moi, c'est tout ça mes points forts, on va dire. Donc c'est ce qui fait qu'au final, je suis à l'aise dans les 2 positions. Puis maintenant, j'ai 31 ans, ça va faire 13-14 ans que je joue en senior. Les deux, je les maîtrise, quoi, tu vois. Et donc, juste avant ces petites expériences à l'étranger, des très beaux moments au Mans, donc, qui d'ailleurs marchent bien aujourd'hui aussi. Tu continues à regarder un peu en Ligue 2 et tout, ça marche plutôt bien. Mais là, entre 2016 et 2020, donc il y a triple montée d'affilée, triple montée d'affilée. Comment c'était un peu C'était moi en fait j'arrive la première année en N3. Donc je crois que c'est la première année de N3, ça venait de s'appeler N3, je crois, ou ça faisait 1 an à peine. Et en fait je vais là-bas pour le challenge parce que moi je sortais de l'Estac où un an avant j'avais fait la montée de Ligue 2 en Ligue 1. J'étais dans le groupe pro tout le temps, enfin tu vois, j'avais mis un pied, on va dire, dans le monde pro. Et là j'ai rien l'été et il y a Le Mans qui vient en N3, tu vois, au début je suis pas chaud, quoi. Puis le coach de l'époque il me dit écoute, viens voir quand même et tu te fais ton propre avis. Et c'est ce que je te disais en amont, moi je suis beaucoup au feeling et j'ai dit bon allez, on y va. Et avec ma femme toujours on est allé. Et voilà, écoute, j'ai vu le stade il fait 25 000, tu vois. Même les infrastructures, c'est pas un club de N3. Donc au final, moi je me suis. Et même en N3, le stade était plein quand même. Non, pas plein, mais t'avais tout. En fait, je me suis mis dans le challenge on a les infrastructures. C'est à nous de faire le job pour que les gens reviennent, en fait. Et au final, écoute, ça s'est bien passé. La première année, c'était difficile parce qu'on termine 2e, mais on monte en tant que meilleur 2e. C'est le Saint-Privé, Saint-Hilaire qui avait fait une très belle année et ils montent avant nous. Et après, par contre, en N2, on monte en N2. En N2, on a tout cassé. Franchement, on a vraiment survolé le championnat. Et après, en N1, voilà, on ne jouait pas forcément la montée tout de suite, mais ça c'est venu comme ça, en fait. On était bon, on perdait très peu.
Et à un moment donné, quand en février-mars, tu es dans les 3-4 premiers, et ça fait 4-5 mois que c'est comme ça, tu te dis, pourquoi pas nous. Et au final, on est monté au play-off. Enfin, au barrage plutôt. Contre le Gazélec. Et très gros souvenir pour les fans de foot, se retourner de Soro. T'es sur le terrain à ce moment-là. Comment tu le vis un peu c'est la délivrance, geste de dingue, retourner. Incroyable, franchement, le scénario il est dingue parce que le match aller, donc Gazélec qui était en Ligue 2 et voilà, tu vois, c'est ce barrage-là en fait. Et donc normalement, Ligue 2, voilà, plus de moyens, plus d'expérience, tout ça. Et ils viennent nous battre chez nous le jeudi, mercredi ou jeudi, 2-1, ils nous battent, je dis pas de bêtises. Et nous, on va chez eux le dimanche, donc 3 jours après. Et tout le monde nous dit, dans les 2-3 jours, là, entre les 2 matchs, tout le monde nous dit vous n'allez jamais mettre 2 buts en Corse, c'est mort, enfin voilà quoi, tous ces discours-là. Et nous, en fait, on mi-temps 0-0. C'est pareil, c'était les tout débuts de la VAR. Donc en fait, en première mi-temps, eux, ils marquent un but refusé par la VAR. Nous, on marque un but refusé par la VAR. Mi-temps 0-0. Et en fait, on marque un but. Et là, en fait, ça les a fait douter de fou. Comme tu vois, des fois, il y a un but. Il suffit d'un but, des fois, dans un match pour faire douter une équipe. Et en fait, là, c'est ce qui s'est passé. Et après, ils ont un pénalty à la 90, arrêté. 92e ou 13e par Nico Kossic, d'ailleurs, qui joue en Ligue 2 au Mans maintenant, encore, qui l'arrête. Et sur l'action d'après, quasi, on remonte le ballon, on joue à l'opposé, centre, ciseaux à la 97e. Et donc là, on les tue, quoi. Et là, franchement, incroyable. La communion dans la ville et tout, je m'en rappelle. Vous avez fêté pendant plusieurs jours, je pense. On est rentré, on avait pris un avion privé, donc on est rentré au Mans. Le match, c'était à 15h, je crois. Donc on a terminé. Après, on s'est pas trop éternisé au stade, tu vois, parce qu'il commençait à y avoir des débordements. Il y a eu des petites échauffourées. Il y a des supporters, il y a eu des échauffourées. Donc nous, on s'est pas éternisé, on est rentré au Mans et on est arrivé à l'aéroport. C'était magique. Il y avait beaucoup de supporters, il y avait nos familles qui étaient là. Et puis après, tu connais, soirée, tout ça. Et le lendemain, il y avait une belle réception à la mairie, plus une belle fête en ville. Non, c'était cool. Et donc après, vous faites en Ligue 2, et vous finissez la saison de Ligue 2 avec 6 victoires. Mais s'il y a des bonnes choses à retenir, c'est aussi le parcours en Coupe de la Ligue. Oui. Vous battez Nice. Oui. Déjà, ça c'est dans un match un peu fou. Il y a 3-2, je crois. Non. En vrai, championnat difficile, tu vois. Après, on descend pas avec l'arrêt du championnat, en fait, du Covid. En fait, on descend à égalité avec Niort. Donc, il y avait une équipe derrière nous, je ne sais plus c'était qui était un peu dans le trou cette année-là. Et après, ça se jouait entre Niort, nous. Tu avais même le PFC qui n'était pas trop bien cette année-là. Et nous, en fait, sur le match avant le Covid, on joue à Chambly. On mène 1 ou 2-0. On mène 2-0 chez eux. Et on se fait égaliser, on se fait remonter 2-2. Et une semaine après, arrêt du championnat. Du coup, là, c'est un gros coup sur la tête. Après, il y a ce qui se passe. Et un mois après, peut-être, ils disent au final, il n'y aura que deux montées et 2 descentes. Et tu regardes le classement. Et nous, en fait, on était égalité avec Niort. Et on est descendu à la différence de but. Et tu te dis que si on avait juste tenu le résultat à Chambly, ça s'est joué sur rien. On serait pas descendu, c'est Niort qui serait descendu. Mais bon, après avec DC, tu peux refaire plein de choses. Puis aujourd'hui, Le Mans, ils s'en sont bien remis quand même. Le Mans, après, ils ont connu après, depuis que j'étais parti, ça va faire 5 ans, je crois. Ils étaient qu'en national, ils sont montés l'année dernière. Mais c'est difficile ces championnats-là. C'est pour ça, nous, ce qu'on a fait, 3 montées d'affilée. Je suis pas sûr qu'il y ait une équipe qui le refasse tout de suite parce que à chaque fois, tu as beaucoup de changements. Et en fait, si une équipe le fait, c'est parce qu'elle a des moyens énormes. Sinon, pas tellement. Nous, on n'avait pas. Nous, oui, tu penses que on est à chaque fois le plus gros budget. Si une équipe le ferait, c'est s'ils avaient des moyens. Mais vous, regarde, en l'occurrence, Le Mans, c'était pas. Il y a des gros moyens, des gros budgets en N2. Ils montent pas. Cannes, Créteil, tout ça. Il y en a, ils sont à la ramasse parce que ça suffit pas en fait. J'ai eu la chance dans ma carrière de faire beaucoup de montées. J'ai fait quelques descentes aussi. Un peu l'homme des montées, Mais j'ai fait 6 montées dans ma carrière.
Et au final, maintenant, j'ai appris que c'est pas juste en mettant de l'argent, 5-6 000 € sur chaque joueur que tu vas monter. Ça, c'est des conneries. Faut créer une ambiance, une vision, tu vois, emmener tout le monde dedans et c'est beaucoup plus que ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, la coupe, on a vécu des bons moments. On a battu Nice de Patrick Vieira. Avec un match à rebondissement, on a battu. Après, on a joué le PSG. Vous avez joué le PSG en 8e et tu défends sur un certain Kylian Mbappé. Ah oui, ça allait vite. C'était comment ? Ça allait vite, hein, putain. Non, moi, je suis pour Paris, donc forcément, tu regardes un peu. T'es né à Argenteuil, donc t'es de région parisienne de base. Je suis de région parisienne, mais j'ai toute ma famille dans le sud-ouest. Ok, d'accord. Mais ouais, j'ai toujours été pour Paris, et là, c'est des mecs qu'on regarde tous les 3 jours. Ouais. Donc là, c'était le PSG de Thomas Tuchel avec il y avait Choupo-Moting devant, il y avait Mbappé, Di Maria qui met un sacré Verratti, but en plus. T'avais Verratti au milieu, Marquinhos, t'avais Kerrer, t'avais Kurzawa, t'avais une belle équipe. Hein. Il y avait Neymar et Thiago Silva qui n'étaient pas venus. Je sais plus si c'était blessé ou T'étais soulagé quand t'as su que. Non, en vrai. Tu le prends comme expérience en vrai de jouer. T'es plus un joueur frais. Ouais, c'est vrai. Franchement, autant qu'ils soient tous là. Mais après, tu connais, c'est la coupe. Eux aussi, des fois, ils en profitent pour faire souffler et tout. Mais déjà, il y avait Mbappé, t'avais Di Maria, Verratti. C'est une belle expérience quand même de jouer contre des joueurs de ce calibre-là. En vrai, moi, ce qui m'a plus choqué, je m'en rappellerai, je pense longtemps, c'est que quand tu sors de ce match-là, t'es fatigué, t'es épuisé. Mais c'est même pas genre physiquement. Tu vois, même pas en termes de course ou quoi, t'es épuisé là en fait parce que t'as tellement été concentré, tu vois. Moi, c'est ce que je te disais, tu vois, je suis pas un joueur super rapide qui saute très haut ou quoi. Et du coup, en fait, moi, j'étais défenseur central. Et du coup, en tant que défenseur central, en général, je suis beaucoup dans l'anticipation. Et je te cache pas, quand t'as un mec comme Verratti, quand Verratti a la balle, il peut la mettre où il veut. Tu vois, et quand tu as Mbappé derrière qui fait les courses aussi. Quand tu as Mbappé qui est là, donc vaut mieux que tu anticipes déjà la passe de Verratti. Comme ça, tu as peut-être 2 mètres d'avance sur Mbappé. Mais même des fois, ça ne suffit pas. Ah oui, des fois, il m'a mis 2-3 mètres d'avance. Sur 10 mètres, il m'en avait mis 3 ou 4. Mais après, c'est le jeu. Écoute, on n'est pas à leur niveau. Ils nous le montrent assez souvent. La semaine, mais bon, je pense qu'on n'a pas été ridicule non plus. On en a pris 4, on en a mis 1. Avec Harrison Manzala d'ailleurs, qui a fait après pas mal de clubs, qui a joué à Amiens et une belle carrière. Il a fait une belle carrière aussi, bien sûr. Et donc, avant ces belles années au Mans, c'était les meilleures années en termes de football, ces 3 montées d'affilée là, ton meilleur... En vrai, en Espagne, j'ai vécu aussi une montée à la 91e. Ouais. Tu vois, pareil, émotion très forte. Mais tu fais exprès en fait de rejoindre les clubs pour avoir ce genre moi, je suis un peu... J'ai fait, je t'ai dit, ça doit faire quoi, 13-14 ans que je suis dans le circuit senior. J'ai fait 10 ans où j'ai fait 6 montées, 4 descentes. Donc en gros, tous les ans, il se passe un truc. Ouais. Bon, là, cette année, il s'est passé un truc, c'est le croisé. Non, mais j'espère qu'il va se passer une belle chose cette année pour nous aussi, pour Angoulême, mais on n'y est pas encore. Mais donc, avant ces années au Mans, en tout cas, oui, si Angoulême, ils veulent espérer monter, ils savent qu'ils ont quelqu'un dans l'effectif qui connaît ce genre de sentiment. Et même mentalement, tu leur apportes aussi cette sérénité et cette... en fait, les conseils en fait, de toi qui as vécu plusieurs montées. Ouais, non, mais c'est ce que je te disais. Franchement, quand une montée, ça se construit. C'est pas simplement avoir un gros budget. Allez, les gars, on va monter. Non, ça, c'est pas comme ça. Il faut construire l'année. Il y aura des blessés, il y aura des hauts, des bas. Mais faut y croire tout le temps. Puis aussi que, bon, des fois, ça aide aussi quand tu as un mec qui te met, tu vois, qui est en feu dans l'année et qui te met 15 ou 20 buts. Enfin voilà, aussi des fois tu as des révélations à l'intérieur de l'équipe où tu pensais pas forcément que, tu vois, le gars il allait faire ça, mais au final tu as quelqu'un qui se révèle et c'est ça aussi des fois des montées. Donc voilà quoi. Et donc avant le Mans, tu fais ta formation à 3. Enfin, d'abord t'es j'ai oublié le nom du club. Ton club avant le 3 en jeune, en U17, le Racing 92. Club de France, Et donc après Racing de France. Et après, donc tu rejoins le centre de formation de 3. Tu as vu passer des joueurs
intéressant, je pense, parce que Troyes, c'est un club réputé aussi pour sa formation. Il y avait tu t'es formé en même temps que des Blaise Matuidi, des Benjamin Nivet et tout. Non, la grosse génération, là, Matuidi, Djibril Sidibé, qui ont percé. Sidibé aussi, ouais. Sidibé, Matuidi, qui ont vraiment percé. Mounir Obadi, ouais. En fait, eux, ils y étaient. Ils étaient au club. Moi, je venais d'arriver. J'étais en 16-17 ans, donc je ne les ai pas vraiment côtoyés. Moi, j'ai côtoyé la génération d'après, Benjamin Nivet. Corentin Jean aussi. Corentin Jean, Coco, je suis formé avec lui. Jimmy Cabot aussi qui a bien percé. Paul Bernardoni aussi. Aloïs Confet aussi. Qui jouait avec toi après au Mans aussi. Avec moi au Mans. On a fait 3 Le Mans ensemble. Ouais. Donc, non, je pourrais t'en citer pas mal. Je pense que vous connaissez aussi qui ont joué un peu en France et à l'étranger. Après, Benjenivet, tout ça, ces mecs-là qui étaient des exemples, des anciens. Hein, et sur qui, c'est des gars, quand tu arrives dans le groupe pro, ça te marque tout de suite, quoi. La technique, tout ça, c'est... Même Mathieu Saunier, par exemple. Je ne sais pas si ça te passe. Ça te parle, qui est formé à Bordeaux. Ouais. Top défenseur. Ouais, c'est un gars qui a eu beaucoup de blessures et tout, mais je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus haut. Donc non, je fais 6 ans à Troyes. Centre de formation, parcours classique. Hein. 6 ans, 17, 19, j'arrive en CFA. J'étais milieu au début, je redescends en défense en CFA. Moi, j'étais pas trop d'accord avec ça. Je vais voir le coach et tout. Je dis, non, moi, je veux partir du coup. Je veux jouer de 6, moi, je suis pas de défenseur. Et il me dit, ok. Du coup, voilà, je fais un peu tour pour partir. J'y arrive pas. Donc, je reviens. Et au final, je joue défenseur. Je commence à faire Donc, je commence à jouer à monter chez les pros. Des entraînements, matchs amicaux. Puis au final, j'étais capitaine en réserve. Donc on monte de N3 en N2. Enfin, j'étais capitaine l'année en N2. L'année où on monte, non. Mais pas. Et après, cette année-là, je m'entraîne pas mal en pro et je joue en pro en fait. Sur la fin d'année, tu as 2-3 blessés, tu vois, en défense. Et au final, je joue mon premier match, je prends un carton rouge à la 36e. Donc un peu dur, tu vois, à Nancy. Un peu dur l'expérience, même si pourtant j'étais trop bien dans le match et tout. Franchement, j'étais dégoûté de sortir parce que j'étais vraiment bien. J'étais à l'aise. Il y avait vraiment faute ou pas? Ouais, moi je suis pas objectif. On passera les images. Écoute, l'histoire, c'est que... C'est ma version. C'est qu'en fait, déjà, c'était un synthétique. Ouais. Tu vois, ça glisse. Ouais. Et en fait, on était en défense, j'étais dans les 2 centraux. Et en fait, tu as le 6 qui vient. Donc, tu as le central classique qui s'écarte. Et donc, en fait, le central, il fait la passe au 6 et le 6, il glisse. Donc, en fait, tu as le gars de Nancy qui récupère, donc Hadji en plus. Ouais. Hadji qui récupère la balle. Et toi, tu es le dernier défenseur, du coup. Il y a 2 contre 1, en fait. Ouais. Ils sont 2 contre moi. Et en fait, je temporise pour qu'il y ait un mec qui vienne. Et à un moment donné, le gars, il a la balle, en fait, et il fait c'est même pas un crochet, il pousse la balle, tu vois. Et moi, en fait, quand je me retourne, on se choque, il tombe. Il le cherche. Il vient bien la chercher. Ouais. Il m'a niqué, on va dire. Il m'a niqué. Après, moi, j'avais 20 piges à l'époque. Lui, il en a eu un peu plus. Il a bien joué le coup. Mais ouais, au final, carton rouge. Et, après, ça va parce que j'ai rejoué, en fait. J'ai purgé et après, j'ai rejoué. Et après, voilà, on a vécu... on est monté en Ligue 1. On est monté en Ligue 1. Donc là, j'ai eu la chance, en vrai, d'arriver au bon moment, quoi. Tu vois. Ouais. Le stade plein, 20 000 personnes, tu vois, c'était l'ambiance de la montée, enfin c'était magique. Donc voilà. Et après, à ce moment-là, cet été-là, en fait, l'Estac me dit, on te propose pas pro. En gros, on te propose pas pro, on te met pas contrat pro, mais on te met un salaire de jeune pro. Qu'en fait, moi, je comprenais pas. Je disais, mais pourquoi vous me mettez pas contrat pro directement si je vais avoir le même salaire que d'autres personnes? Et je sais pas, ils m'ont raconté, on est déjà beaucoup, tout ça. Bon, après, si tu connais, c'est sûrement une excuse. Et du coup, moi, à ce moment-là, j'ai dit, je refuse. Je refuse et je suis allé faire des essais. J'avais un agent belge à l'époque. Je suis parti en Belgique, à Saint-Tron, à Leuven, qui est le club de Ligue 1. Ouais. Et ça s'est pas fait. Et au final, après, j'avais rien. Et il y a le directeur du centre de Troyes qui me dit, mais reviens et tout, reviens, tu vas jouer. Tu vas jouer en Ligue 1. Ils ont des blessés, tout ça, tu vas jouer. Et donc au début, je dis non, tu vois, un peu la fierté de... non, je t'ai dit que je refusais, je refuse, quoi.
Et au final j'ai accepté, je suis revenu. Et premier entraînement, boum, je suis direct avec la Ligue 1. Enfin, tu vois, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû revenir il y a 3 semaines déjà. Ouais. Tu vois, j'ai perdu mon temps. Parce que pendant ce temps-là, j'étais tout seul, j'allais courir et tout, mais j'étais pas dans une... Mais t'étais jeune aussi. Voilà, donc ouais, j'avais 20 ans, tu vois, 20 ans. Et au final, voilà, je fais l'année, je m'entraîne tous les jours avec eux, avec la Ligue 1. Et j'ai jamais joué. Jamais joué. Et bon, après, c'est que ça devait être le destin. Et après, je suis parti au Mans. Donc voilà, on a fait un petit retour sur ta carrière à 31 ans du coup. On va passer à une nouvelle rubrique, le rond central. Donc là, on va parler un peu de ton poste. J'avais envie qu'on discute un peu de ce poste un peu particulier en tant que milieu défensif. Ouais. Comment tu vois ce poste aujourd'hui? C'était qui tes modèles de joueurs sur qui tu t'inspirais? Bah écoute, Busquets, j'ai envie de te dire, Busquets, c'était la référence il y a une dizaine d'années, franchement. Ce qu'il faisait, pivotant sur lui-même, tout ça, il est un peu pionnier dans ce style de jeu-là. En fait, j'allais dire en termes de milieu défensif, je te vois un peu comme un Busquets ou on va dire même plus récemment des profils un peu comme Rodri, qui sont un peu des hommes de l'ombre finalement, en fait, des milieux très travailleurs. Ouais, en fait, moi, on en a parlé en plus avec le coach ici, la direction. Moi, ce que je leur ai dit encore au bilan en décembre, c'est que moi, en fait, je suis un joueur. Je cherche pas la lumière, tu vois, si on gagne, que j'ai fait mon travail de l'ombre, que tout s'est bien passé, que pour moi, un milieu défensif, après maintenant on évolue, on est beaucoup dans un monde où il faut des stats, tu vois, et ça je le comprends. Je comprends, jusqu'à présent dans ma carrière, j'ai pas été un joueur comme ça, j'ai pas réussi à avoir beaucoup de stats, j'espère que je vais évoluer aussi, tu vois, parce que c'est jamais trop tard. Mais jusqu'à présent, j'ai beaucoup plus été un joueur de l'ombre. Et voilà, je suis satisfait aussi de ça. Mais pour moi, ma mission en tant que milieu défensif, c'est en fait, quand le ballon il part de notre gardien, c'est que moi, d'être toujours disponible forcément, mais surtout d'amener le ballon aux joueurs offensifs dans leur partie. Pour qu'ensuite, après, eux, ils aient la créativité et la liberté de provoquer, inventer. Et s'ils perdent le ballon, on s'en fout parce que moi je suis derrière et bien sûr l'équilibre d'équipe aussi, mais je suis là pour après être garant de ça. Et après forcément récupération de balles, tout ça, l'équilibre, ça va avec. Mais quand on a le ballon, pour moi, mon taf premier c'est trouver les solutions pour que mes joueurs offensifs ils soient bien servis, tu vois, dans de bonnes conditions. Et pas qu'ils aient à venir chercher le ballon dans nos 20 mètres et qu'ils doivent faire 80 mètres, tu vois. Ça peut arriver une fois, mais moi, ma mission, c'est ça, en fait. De trouver les clés quand on a le ballon pour apporter le ballon dans une zone ou derrière, ou aussi créer un déséquilibre chez l'adversaire aussi. Parce que des fois, quand il te met un pressing et que t'es joueur et que tu arrives à créer, à casser ce pressing, derrière, il y a de l'espace. Donc, tu as réussi par ta disponibilité, par l'intelligence, à casser, tu vois, une première ligne ou une deuxième ligne. Donc voilà, c'est ça un peu moi la définition de mon poste. Mais ce travail un peu de milieu, on va dire entre guillemets, qui paraissait un peu ingrat à l'époque, ce travail, il a été un peu récompensé avec le ballon d'or de Rodri, avec aussi maintenant quand on parle des Thiago Motta par exemple. En fait, dans un football aujourd'hui qui est un peu plus qui est toujours de plus en plus tactique, qui va faire qu'évoluer, on met un peu plus la lumière sur ce rôle-là quand même. Oui. Ah oui, maintenant, les met en valeur. Les mecs qui regardent le foot, ils savent ce mec-là, sans lui, l'équipe elle tourne pas. Il y a qu'à revoir l'équipe de City sans Rodri quand il s'est blessé après son ballon d'or. On dit souvent que pour remporter un match, il faut gagner la bataille du milieu. Tu vois, sauf si tu es une équipe où tu fais que allonger. Mais même après, tu as des deuxièmes ballons. Donc si tu n'es pas vainqueur au deuxième ballon, ça revient et c'est les attaquants adverses qui vont être servis. Donc ouais, le milieu de terrain, c'est très important. Après, tous les postes sont importants, bien sûr. Mais milieu, c'est vrai que tu dois être bon tactiquement parce que tu dois équilibrer l'équipe. Tu vois, un attaquant, si à un moment il s'oublie, tu as 8 joueurs derrière lui. Tu vois, défensivement, voilà. Un milieu de terrain, s'il est mal placé ou quoi, mauvaise couverture, derrière, tout de suite, tu peux mettre en danger ta ligne défensive. Donc non, c'est un rôle qui est complexe. Faut être le plus complet possible.
Après, c'est ce que je te disais, moi je suis pas un joueur, tu vois, qui me projette beaucoup box-to-box. Tu vois, j'aimerais évoluer aussi. Mais bon, après, il faut de tout. Hein. T'en as qui sont plus à l'aise dans ce rôle-là. Moi, je suis plus à l'aise, on va dire, devant la défense. Ouais. À organiser, parler, distribuer aussi. Et voilà, les stats, c'est important. Maintenant, tu vas dans un football aussi qui va de plus en plus vite, tu vois. Maintenant, tu vois de plus en plus de profils aussi au milieu qui sont capables de dribbler. Ouais. Avant, tu en avais peu. Tu vois, des 6 qui étaient capables d'éliminer, dribbler. Maintenant, j'ai l'impression que... Mais même les latéraux, en vrai, c'est pareil. Et puis même, on fait reculer un peu tous les postes de ce milieu de terrain, en fait. Avant, les latéraux, rappelle-toi, ils prenaient la balle, ils centraient. Un peu comme Willy Sagnol, par exemple, à l'époque. Maintenant, les latéraux, ils sont tous obligés, savoir dribbler. Ils sont tous obligés de savoir jouer aux abords de la surface, en fait. Ouais. Donc, en vrai... Mais là, même dans cette évolution tactique, parce que du coup, ça fait 13-14 ans que tu es dans le circuit du football professionnel. Donc, au niveau de la tactique, avant, on parlait d'une composition d'équipe et on parlait pas de l'évolution qu'elle avait pour ceux qui regardaient le foot pendant le match. Donc, et là maintenant on parle de 3-5-2 en phase défensive et tu passes avec 2 milieux plus haut en phase offensive. Est-ce que c'est nouveau ou même quand tu jouais à l'époque à 3 au Mans et tout, c'était un peu comme ça aussi en fait, mais juste... Moi, j'ai non, le sentiment, donc ça a vraiment évolué. Franchement, je pense, tu vois, le pionnier Guardiola, je pense. Il a fait évoluer beaucoup de mentalités. Il fait jouer il fait jouer Stones en 6 alors que c'est un défenseur central de formation. Les latéraux qui reviennent. Tu vois, c'est beaucoup de choses qui ont évolué. Et au final, les équipes, une fois qu'elles essayent de le tester une fois, putain, ça marche. Oh putain, tu vois, ça y est, tu penses que tu tiens un truc et que toi aussi tu peux le faire. Et en vrai, le foot, c'est que des contextes différents à chaque fois. Tu vois, en fait, c'est constamment s'adapter. Tu vois, là, typiquement, aujourd'hui, il y a du vent. Et peut-être que tu vas, en fonction du vent, en première mi-temps, au deuxième, tu vas peut-être essayer de t'en servir ou pas. Le terrain aussi, les conditions, tu vois, en fait, tu es une équipe joueuse, mais tu vas sur un terrain bourbier. Est-ce que tu joues aussi ? Tu veux garder à tout prix ton identité ou pas ? Enfin, tu vois. En vrai, il y a constamment de l'adaptation en fait, à l'intérieur de ces systèmes. Après 3-5-2, 4-4-2, en vrai, c'est ce que tu mets sur... vous y faites pas attention à ça. Toi, tu sais que ton rôle, tu sais comment tu joues défensivement, tu sais comment tu joues offensivement. Nous, ici, on joue beaucoup en 3-4. Mais même en National 2, le coach, j'ai vu qu'il changeait pas mal de systèmes aussi pendant le... c'est toujours dans ce que je te disais, essayer de surprendre. Tu vois, et puis la polyvalence aussi d'un profil comme toi aussi qui peut... Moi, je peux jouer dans les deux postes. En général, en vrai, maintenant, tu vois, tu as les pistons, mais ils peuvent jouer latéral aussi. Tu vois, maintenant, les ailiers aussi, des fois, ils jouent devant, ils jouent 10. Tu vois. En vrai, c'est vrai que maintenant, si tu es un joueur et que tu veux juste dire « Non, moi, je suis numéro 10 et ça bouge pas », tu vois, là, tu te mets en danger un peu. Tu vois, tu te mets en danger pour moi. Puis même, en fait, c'est... Savoir jouer plusieurs postes, c'est aussi, tu montres une intelligence de jeu, tu vois. Après, tu as des capacités directes aussi. Tu vois, maintenant, les latéraux, ils cherchent beaucoup des mecs qui bombardent, tu vois, qui vont vite. Donc, si tu vas pas vite, bon, même si tu es intelligent et tout... Tu peux être replacé en fait en défense centrale. Voilà, c'est ça, ces mecs-là qui ont été formés en tant que latéraux, ils finissent, plus ils grandissent, plus ils se réaxent en fait. Exactement, Mais toi, quand tu joues au Mans, tu as toujours eu cette qualité quand même, ce qui fait de toi et ce que tu préfères jouer, c'est-à-dire milieu un peu reculé en 6. Tu as toujours une qualité de relance et aujourd'hui elle est indispensable. Aujourd'hui on quand même, je pense même à par exemple des Huysen, ça marche pas forcément du feu de Dieu au Real. C'est un mec qui a été pris parce que le mec savait relancer en fait. Est-ce que tu penses que c'est aujourd'hui primordial d'avoir... Est-ce que tu penses qu'il faut de la complémentarité avec un milieu, on va dire, dur sur l'homme et un milieu un peu plus qui peut relancer et un défenseur qui peut plus relancer, ou tu penses que... Oui. Après, en fait, si tu n'as que des joueurs du même profil, je ne dis pas que ça ne va pas marcher, ça peut marcher. Mais du coup, tu t'enfermes dans une unique vision, tu vois, du football. Et ça peut marcher pendant 3, 4, 5 mois, mais après, peut-être qu'à un moment, ça ne marchera plus. Les équipes, elles vont te cerner, elles vont dire, de toute façon, eux, ils jouent que comme ça. Et après, tu vois, tu seras bloqué. Tandis que si tu essayes d'orienter un peu tes joueurs sur le fait qu'il n'y a pas qu'un seul football et que tu peux
jouer, mais aussi t'adapter, tu vois, avec un football un peu plus direct. Après, le joueur, et aussi, tu vois, que tu le fais jouer un coup 6, un coup def central, tu vois, au final, le joueur, il développe cette intelligence. Et c'est vrai que, moi, maintenant, j'ai 31 ans, mais les jeunes, je trouve que c'est intéressant de ne pas les enfermer dans un seul poste. Tu vois ce que je veux dire ? Que dans la construction d'un jeune, que ce soit dans un centre de formation ou club amateur, je trouve que c'est intéressant de les faire jouer un peu à 2 ou 3 postes, tu vois. Et c'est pas pour autant que si tu les trimbales un peu, ils passeront pas plus haut. Ça veut rien dire, ça. Oui, parce qu'il y a des mecs qui ont été formés en tant que buteurs et qui ont fini milieu. Qui ont fini même latéral. Ouais. T'as des mecs, ils ont joué jusqu'à leurs 19 ans attaquant et au final, ils mettaient pas trop de pions et tu les retrouves latéral droit en équipe def ou même d'autres sélections, tu vois. Il y a déjà eu des histoires comme ça. Et moi, c'est sur mon cursus, j'ai fait... je suis passé 6 en 13 ans. Parce qu'avant, j'étais central. Je suis passé 6 en 13 ans. J'ai fait donc jusqu'à mes 18-19 ans, 18 ans. Ouais. Après, je suis passé défenseur. Après, défenseur toutes mes années au monde, donc pendant 4-5 ans, jusqu'à 25 ans. Et après, je suis repassé milieu. Tu vois. Donc en vrai... Et aujourd'hui, là, à 31 ans, tu as atteint le maximum. Est-ce que ta sérénité, aujourd'hui, on voit des petits jeunes, par exemple, je pense à Boadi de Lille, voilà, comme ça, extraordinaire, qui me vient. C'est des mecs qui ont déjà la sérénité d'un mec qui est comme Benjamin André, en fait, tu vois. Donc, en fait, est-ce que toi, c'est en grandissant que tu as adopté cette sérénité ou tu l'avais déjà depuis petit ce calme, jouer comme un adulte, comme en fait. Il a Boadi, c'est trop. Ouais. C'est à 16 ans, ce qu'il a fait l'année dernière avec Lille, c'est n'importe quoi. Nous, à 16 ans, moi, j'étais au centre de formation. Je mangeais à 8h, j'allais au lit à 9h. Lui, à 9h, il jouait en Ligue des Champions. Ouais. Non, mais c'est trop. Mais c'est de la précocité, ça. Il est en avance, tu vois, sur son temps. Tant mieux pour lui. Et toi, avec l'âge, du coup, avec l'âge, maintenant, oui. Mais encore heureux, j'ai envie de te dire. Après, derrière, que tu évolues, normal. Mais ouais, franchement, il y en a en termes de précocité, c'est fort. Hein. Ouais. C'est fort. Et là, je te prends un exemple totalement con. Par exemple, le FIFA, où dans FIFA, tu as les joueurs, ils progressent jusqu'à 24 ans quand tu prends des joueurs et après, leurs stats, elles arrêtent de progresser. Ouais. Toi, tu estimes que la progression chez un joueur, est-ce qu'elle s'arrête à un moment où toi, là, même justement, tu as un âge mature, je pense dans les 25 ans, où tu continues à progresser encore plus ou pas ? Pour moi, quand tu es jeune, quand tu as 20, 21, 22 ans et tout, tu penses que tu es trop fort, à juste titre, parce que tu vas vite, tu vois, tu es frais encore. Mais je pense que c'est pas là où tu es le meilleur dans ta carrière, c'est plus vers 27, 28, 29 ans, tu vois, parce que tu es encore bien physiquement, tu as déjà de la bouteille, tu as vécu des expériences, tu vois. Et je pense que c'est là où tu es en pleine possession de tes moyens. Après, pour répondre à ta question, moi je pense qu'on peut s'améliorer à tout âge. Hein. Ouais. Tu vois, moi, ce que je te disais avant, j'ai 31 ans, jusqu'à présent, j'ai pas trop de stats. Mais il ne faut pas que je m'interdise d'en avoir l'année prochaine quand je vais revenir. Ouais. Par contre, si c'est sûr, si je me fixe pas d'objectif, de stats, j'en aurai jamais. Tu vois. Mais pourquoi pas moi ? Si je me fixe des stats, ça peut arriver, des objectifs de stats, ça peut arriver, tu vois. Ouais. Ou même d'autres choses. Tu vois, c'est ce que j'ai travaillé avec un prépa mental en Bulgarie pendant toute l'année. Et en fait, on mettait des choses en place, comme par exemple, ça démarrait dès l'entraînement, tu vois. Genre, j'attendais pas juste d'être le samedi au match. La semaine, je me disais, vas-y, sur cette séquence-là de jeu, je dois récupérer 5 ballons. Okay. Après, je te dis 5 ballons parce que tu sais, c'est des séquences courtes, tu vois, c'est des jeux de 15-20 minutes. Je dois récupérer 5 ballons et je dois faire au moins 3 frappes. Tu vois, comme ça, en fait, tu t'incites ton cerveau à au moins faire 3 frappes. Après, ça se trouve, tu vas tuer 3 pigeons. Mais au moins, tu as fait 3 frappes, tu vois. Ouais. Et le lendemain, pareil, encore 3 frappes. Et après, si tu te rends compte que tu les fais facilement les 3 frappes, tu augmentes 4, 5. Et au final, quand tu vas aller dans la position en match, parce que moi, je suis beaucoup un joueur altruiste, tu vois, j'aime bien faire la passe. J'ai dit, limite, je préfère que tu marques toi plutôt que moi. Parce qu'au final, la finition, c'est la même. On aura marqué. Mais tu vois, moi, je préfère limite faire la passe D et que toi, tu marques. Mais pour en revenir à... En fait, si tu automatises ton cerveau, la semaine, le week-end, tu vas arriver dans la position, tu vas tirer aussi. Parce que tu l'auras répété une vingtaine de fois ou une trentaine de fois précédemment. Tu vois.
Si tu le fais jamais, tu vas pas le faire. Le week-end, c'est pas... Moi, je pense que les mecs là, en pro, quand c'est des strikers, mais c'est parce que les gars, dès qu'ils peuvent, ils prennent un ballon, qui est gardien ou pas gardien, et ils tirent. Et après, quand ils arrivent aux abords de la surface, ils font quoi? Ils tirent. Ils regardent même pas en fait. Ils regardent même pas. Ils savent où ils sont placés, puis que ça vienne pied gauche ou pied droit. Le gardien, peu importe, ils savent à peu près où il va être, et ils tirent. Des fois, ça sourit, des fois, ça sourit pas, mais ils tirent au moins, tu vois. Si tu prends pas ta chance. Et ça, c'est un truc que... Bon, moi, je suis pas attaquant, je suis pas trop dans des positions comme ça. Mais, tu vois, ça, c'est un truc où j'aurais dû le faire avant dans ma carrière, tu vois. Mais bon. Merci pour cette séquence. Maintenant, on va passer à la séquence des étoiles plein les yeux. Donc, je vais te poser quelques petites questions rapides. Okay. Et voilà. Mais avant cette séquence, je voulais qu'on parle d'un truc. Quand on cherche ton nom sur YouTube, il y a une vidéo, une publicité Nike Mercurial avec Franck Ribéry. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça... C'est toi dessus? Ah oui, c'est moi. Parce qu'on te voit que de loin. Oui, avec le maillot du Racing bleu, ciel et blanc, c'est moi. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo là avec Franck Ribéry? En fait, c'est le tournoi Nike Manchester Premier Cup, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand j'avais 12 ans ou un truc comme ça. En fait, avec le Racing, c'était au camp des loges. Et en fait, on faisait un tournoi. Donc, tu avais des gros clubs, PSG, Lille, tout ça. Je ne sais plus si tu avais des clubs anglais aussi. Je ne sais plus. Et en fait, entre deux tournois, tu vois, vu que tu es jeune, en gros, il y a des challenges comme ça, tu vois, un peu. Et en fait, c'est un challenge conduite de balle. Et en fait, à l'époque, Ribéry, ce challenge-là, il l'avait fait. Et en mode, il avait terminé en 12 secondes, tu vois. Et nous, les gamins, on devait essayer de le faire et de le battre, tu vois. Alors, c'était impossible, Ribéry. Et donc, en fait, c'est ça, sur la vidéo, tu vois le parcours. L'ombre de Ribéry, Voilà, mon parcours et l'ombre de Ribéry. Donc, tu vois qu'il est devant, il termine avant, tu vois. Donc, voilà. Je voulais savoir si c'était vraiment toi sur la, sur la vidéo. Moi, donc, les étoiles plein les yeux, en fait, c'est les questions qu'on pose d'habitude pêle-mêle comme ça vers la fin du podcast. Donc, déjà, ton meilleur souvenir de football, s'il fallait en garder qu'un seul? Je te dirais la montée avec Le Mans, la 97e. Avec le retourné. Le joueur le plus fort que tu aies vu sur un terrain, qu'il soit dans ton équipe ou contre toi, où tu t'es dit ce jour-là, personne ne peut rien faire, quoi. Je vais mettre Kylian, Mbappé. C'était vraiment dur, ça allait vite. Le plus beau but que ton équipe a pris ou a marqué? Le plus beau but que tu as vu sur un terrain? Soro, le retourné de Soro pour la montée. En fait, il y a tellement de choses derrière en plus. Et puis il est magnifique le but. Le but est magnifique. Meilleur coach pour toi que tu aies eu dans ta carrière, celui qui t'a le plus forgé, celui qui t'a le plus appris? Je te dirais le meilleur coach que j'ai eu. Je te dirais Claude Robin, qui a été très important pour moi. C'était mon formateur à l'Estac. J'ai eu pas mal de temps en plus. Tu vois, dans la construction aussi de l'homme et tout, c'est sympa. Et après, sinon, à l'étranger, j'ai eu un coach que j'ai bien aimé. C'était un coach qui était vraiment pragmatique, mais qui était aussi beaucoup dans l'humain et tout, tu vois. J'ai bien aimé. En Espagne, la première année, La première année, j'ai vraiment bien aimé. Moi, comme je t'ai dit aussi déjà, pas mal, je fonctionne beaucoup, tu vois, au feeling. Et c'était vraiment un coach comme ça où il était dans le respect, tu vois. Moi, je trouve qu'en fait, quand tu respectes tes joueurs, tu vois, et qu'il n'y a pas t'es pas malsain, tu vois. Après, tu peux mettre sur le banc, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre que 11 joueurs de toute façon sur la feuille de match, enfin, tu vois, qui débute. Donc, faut pas, quand tu es joueur, faut pas se vexer quand tu es sur le banc ou quoi. Mais à partir du moment où tu as le respect du coach, tu vois, j'ai passé pas mal de temps avec, donc vécu aussi une montée et tout, donc voilà. Le stade qui t'a le plus impressionné, le stade où tu as préféré jouer, l'ambiance Écoute, là, je suis revenu au MM Arena, là, parce que le président m'avait invité et tout, pour faire le coup d'envoi il y a 2 mois, je crois. Et avec Jérémy Aimé, c'est un pote à moi là, qui joue à Cannes. On s'est dit, on était dans les coulisses, on s'est dit, ah ouais, c'était pas mal quand même. On a joué là pas mal de temps et tout, c'est quand même un sacré stade. Après, j'ai joué dans le grand stade national à Sofia, tu vois, le derby. Donc ça, c'était quand même top, une top expérience.
Donc ouais, je dirais ces deux-là. Et enfin, ton joueur favori dans l'histoire. Dans l'histoire du football. Quand j'étais gamin, c'était Raoul, moi. Ouais. Raoul, le grand Raoul du Real. Quand j'étais gamin, qui m'a porté pendant longtemps. Et après, maintenant, je te dirais, tu vois, c'est même pas un 6, je te dirais Marquinhos. Okay. Tout ce qui dégage, l'humilité qu'il a. Il a joué un peu 6 il a joué 6, il a eu une période de 6 en plus. Je sais plus si ouais. c'était sous Tourelle, mais il a joué un peu 6. Mais il est formé latéral à la base. Il a joué, avant de jouer au PSG, et quand il était à la Roma, il jouait latéral. Donc tu vois, en fait, c'est même pas par rapport à la vision du jeu, parce qu'après la vision du jeu, un peu tout ça, 6, j'aurais pu t'en sortir plein, tu vois. C'est la résilience du mec mais aussi. C'est l'humilité, la résilience, comme tu dis, l'exigence. Le gars, il se blesse très peu, il est... même, tu vois, là, il commence à faire les demandes pour devenir français. Enfin, tu vois, c'est des trucs, en fait, où tu montres que le gars, il n'est pas juste là, il prend son billet, il repart, quoi, tu vois. Il s'est vraiment très bien adapté et franchement, c'est un exemple de fou. Donc, ouais, moi, c'est mon joueur préféré maintenant, ou un de mes top joueurs, quoi. Et la dernière de la dernière, la séquence overtime, c'est simplement parler avec notre invité de ce qu'il affectionne en dehors du football. Est-ce que tu as des passions en dehors du football ? Écoute, j'ai envie de te dire, le foot c'est ma vie. Le foot c'est ma vie. Même là, il y a encore pas longtemps, ma femme elle me disait, mais toi, il n'y a que le foot en fait. Il n'y a que le foot. Tu consommes quand même du foot, même en étant joueur tout le temps ? Oui, moi c'était replay sur replay, dimanche de foot, tout ça. Mais là, sur cette année-là, même depuis 2-3 ans, moins, tu vois, parce qu'en plus, il y a ma femme qui a lancé son business. Donc, du coup, je suis là pour l'aider. Ça me fait aussi voir autre chose et voir qu'il n'y a pas que le foot, tu vois. Et c'est vrai que pour l'après carrière, forcément, à un moment, je reviendrai dans le foot. Mais je pense que peut-être pas tout de suite, tu vois. Il y aura peut-être une coupure. Donc, mais moi, je suis un mordu de foot, de sport aussi, parce que je regarde du basket, le hand, tout ça, mais ouais, c'est essentiellement foot. Tu regardes quoi, basket européen Écoute, j'ai regardé de l'Euroleague, NBA, vas-y, c'est la nuit et tout, tu vois, c'est compliqué à suivre. Mais des fois, j'ai regardé des bons matchs d'Euroleague. Cette année, non, parce que j'ai pas eu le temps. Mais les années d'avant, j'aimais bien regarder tu vois, des Monaco quand ils étaient bons. Paris, l'année dernière, top année, tu vois, au basket. Paris, top année. En plus, c'était leur première année, je crois, en Euroleague, si je ne dis pas de bêtises. Donc, deuxième. Ou deuxième. Peut-être deuxième, ouais. Mais non, franchement, j'aime bien. Moi, j'avais vu un peu avec ce que tu dégages dans les interviews que tu avais fait et tout. Pour moi, ta passion, on va dire, en dehors du foot, c'est un peu la famille quand même, non ? T'es très famille comme gars. Oui, en plus, maintenant, tu vois, tu as ton petit. Tu vois, j'ai mon petit qui va faire 4 ans. Donc, tu vois, tu construis aussi à l'intérieur de ta famille, ta propre famille, tu vois. Et non, oui, moi, ma femme, elle m'a suivi. Elle m'a suivi, ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans même, pardon. Donc, tu vois, je l'ai emmené à droite, à gauche. Et tu peux que être reconnaissant de ça, tu vois, envers elle. Donc, même par rapport au petit, tout ça. Et c'est pour ça que là, tu vois, elle se lance dans son projet. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de l'accompagner aussi, parce que c'est la moindre des choses par rapport à tout ce qu'elle a fait pour moi. Projet de pâtisserie, du coup. C'est ça. Je sais pas si tu as suivi, mais ça a même été relié par Smaïl Bobdella et tout. Ouais, c'est ça, par Smaïl, non, mais tu connais bien Smaïl ? Smaïl, ça a été mon coach. Ok, ouais. Ça a été mon coach en Racing. Donc, top gars d'ailleurs. Top mec, franchement, qui a une belle carrière aussi dans le journalisme, comme vous. Et mais ouais, non, écoute, elle se lance, ça se passe bien. Et puis, petit à petit, on va voir où ça nous mène. Ouais. Ok, ça fait une sérénité. Merci Thomas d'avoir été avec nous. Franchement, merci, ça fait super plaisir. On te souhaite bon courage pour ta rééducation. Ouais, ça va aller. Et pour cette année à Angoulême. Merci. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Dites-nous si vous avez aimé ce nouveau format de podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et on se retrouve... J'ai plus de voix. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle interview de foot ou de basket.